bonjour à tous, donc Vincent Berry. Je voulais donc vous souhaiter la bienvenue pour cette deuxième édition du colloque sur le jeu de rôle. Donc c'est toujours avec plaisir d'organiser ce colloque ici à Paris 13, qui ce sera le côté promotionnel de la journée. Donc Paris 13 qui a dont la commission de la recherche a soutenu financièrement cet événement, donc on les remercie. Donc c'est un plaisir puisque c'est toujours en lien avec l'activité du département des sciences de l'éducation ici, qui travaille depuis, qui a été créé donc il y a 40 ans maintenant, 40 ans, oui, par Jacques Henriot, qui est connu pour son ouvrage et ses travaux sur le jeu. Donc c'est un grand plaisir que d'organiser donc avec je vous laisserai la parole avec Daniel et Alban en fait cette journée cette deuxième édition sur le jeu de rôle. Je voulais signaler également remercier Laetitia qui a disparu pour le coup, qui est ici, qui est la responsable du lieu et qui nous donne un grand coup de main pour organiser cette journée-là. Voilà, donc je vais juste ces mots de bienvenue à vous dire, et puis je vais passer la parole à mes deux collègues qui sont en fait les vrais organisateurs. Les vrais organisateurs. Vas-y. Non, mais simplement merci d'être venu, puis on espère que ça va bien se passer, que tout le monde sera content et qu'il y aura des échanges et des débats intéressants, c'est ça l'idée. C'est de faire rentrer le GDR à l'université tout en ouvrant au maximum, quoi, voilà. Merci surtout d'être venu. Merci aussi à Mélisande de Opal Roulis pour nous avoir aidés pour la communication, pour la gestion des parties du dimanche. Voilà. Et merci aussi à Vincent de nous accueillir à la chaufferie, parce que c'est vraiment un lieu très sympathique. Il y a 2 ans, c'était déjà génial, donc merci beaucoup. Et juste en fait une information pour vous dire que le 3e intervenant, Julien Blondel, en fait, finalement ne pourra pas venir, donc on fera une pause un peu plus longue et puis il y aura plus de temps de questions. Voilà. Et donc les intervenants de ce matin seront beaucoup moins stressés et pourront y aller tranquillement. Voilà. Bien, oui, on va donc démarrer avec San qui va nous parler de l'adaptation du jeu de rôle pour les enfants. Donc bonjour, mon nom est San Steve et j'ai l'honneur de débuter ce second colloque sur le jeu de rôle. C'est tout d'abord une chance, votre attention n'a pas encore été émoussée par moult exposés et conférences, puisque ceci est la première de la journée que vous suivez. Et c'est aussi un défi vu qu'il va falloir que je chauffe un peu la salle, si tant est qu'on puisse comparer un colloque universitaire à un concert de rock. Heureusement pour moi, j'ai un sujet que personnellement je trouve assez plaisant, c'est adapter le jeu de rôle à l'enfant. Comment faire pour que les enfants y aient du plaisir et aussi le meneur de jeu. Donc en fait, comment faire pour que l'enfant reste engagé et que l'on ait le minimum de résistance. Bon, ça c'est la phrase pour faire le lien avec les 2 thèmes de ce colloque. Donc, le plan de cette conférence, on va en fait partir de certaines caractéristiques de l'enfant, pour utiliser un vocabulaire rôliste d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui fait que l'enfant est un enfant? Et à partir de là, on va voir quel impact ça peut avoir sur la préparation de la partie, sur l'animation et la gestion de la partie avec une attention particulière au combat. Puis nous allons voir ensuite quelques jeux qui sont destinés aux enfants. Donc c'est une conférence qui est en fait très, très concrète, avec des conseils pratiques. Si vous-même vous êtes au contact avec des enfants parce que vous êtes parent, parce que vous êtes professeur, parce que vous travaillez en crèche ou vous faites du babysitting, peut-être qu'il y aura beaucoup d'enfonçage de portes ouvertes. C'est quand même finalement basé sur beaucoup d'observations du comportement de l'enfant. Et pour les autres, justement, on va voir comment faire pour que justement l'enfant ait un maximum de plaisir et que tout se passe bien. Alors, cet enfant,
Qu'est-ce qui fait que jouer avec un enfant au jeu de rôle est différent de jouer avec un adulte? Qu'est-ce qui en fait ou en ferait une gageure? Alors, on a quelques éléments ici. Tout d'abord, un enfant a une concentration limitée, alors que nous sommes habitués à avoir des parties de 4 heures, de 6 heures, de 8 heures, ou jouer jusqu'au bout de la nuit. Un enfant a aussi de l'énergie à revendre, et surtout si l'on met ça en relation avec le premier point, la concentration limitée. Pour les très jeunes joueurs, il leur est des fois difficile de rester longtemps à table. D'ailleurs, si votre partie est trop longue, ce qui va arriver à la fin, c'est que votre canapé va se transformer en trampoline parce qu'ils vont devoir dégager toute cette énergie. L'enfant a aussi une créativité débridée, ce qui est bien pour le jeu de rôle. C'est bien, mais c'est surprenant. C'est des fois très surprenant, mais c'est très bien pour le jeu de rôle. Jalousie et vexation, qui peut justement mener à des chamailleries. Ça peut démarrer assez vite. Chamailleries aussi, surtout que les enfants, certains enfants ont un besoin de justice assez présent. Donc c'est soit éviter, ou alors, si ça n'a pas pu être évité, c'est évidemment à gérer. Faible niveau en lecture et en calcul. Alors on a quand même un loisir où on a pas mal de calculs, on a pas mal d'écrits. Évidemment, on ne va pas partir en leur donnant le livre de base, mais ne serait-ce que la feuille de personnage a des caractéristiques du texte, des chiffres, etc. Et références culturelles différentes, bon ça c'est évident, hein, ils ne sont pas parmi nous depuis assez de temps pour avoir eu la même culture cinématographique, littéraire, etc. etc. Hein. Ils aussi, des fois, pour ce qui s'agit du cinéma, ils n'ont même pas le droit à certains films, suivant l'âge. Et puis les dessins animés d'aujourd'hui ne sont pas forcément les dessins animés que nous avons eus quand nous étions jeunes. Donc, encore une fois, un enfant ne se résume pas à ses caractéristiques, hein, mais c'est ces caractéristiques qui en font justement une gageure de jouer au jeu de rôle avec des enfants. La liste n'est peut-être pas complète, peut-être on peut ajouter l'abstraction et certains autres éléments que peut-être, si on croise ceci avec certaines théories de psychologie de l'enfant, on pourrait peut-être affiner ce genre de modèle. Je n'ai pas parlé d'âge. En fait, il y a plusieurs gradations. Hein. Les concentrations est très limitée chez les plus jeunes. Là, une partie vraiment de plus d'une heure pourrait être difficile. Mais là, avec des enfants de 9, 10, 12 ans, on peut évidemment jouer pendant plusieurs heures. Ou bien quand on regarde au faible niveau de lecture, là, on a plutôt trois stades, entre guillemets. On a l'enfant qui ne lit pas du tout, l'enfant qui peut déchiffrer, lire avec difficulté, comprendre les chiffres, et l'enfant qui lit couramment. Et donc ça, c'est aussi un portrait de l'enfant standard. Évidemment, il y a beaucoup d'exceptions, des enfants qui ont beaucoup de concentration, des enfants qui en ont beaucoup moins, des enfants qui lisent très tôt, des enfants qui lisent plus tard, etc. Alors, vu ce qu'on vient de voir sur les caractéristiques, entre guillemets, de l'enfant, quelle influence est-ce que cela a sur la partie? En fait, il faudrait commencer bien en amont avec la préparation de la partie. Et là, il faut faire des choix. Et ce sont les choix que l'on fait aussi habituellement quand on veut lancer une partie. Hein. On parle de choisir un système, choisir un univers, choisir un scénario, choisir un jeu. Et là, il y a quelques éléments pour justement que la partie se déroule du mieux possible une fois qu'elle sera lancée. Donc, système de jeu, aller au plus simple, pas de règles complexes ou ennuyeuses, des jets de dés, oui, mais pas trop de calculs, voire pas de calcul du tout pour les plus petits. Un univers abordable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par abordable? C'est ni trop compliqué, ni trop abstrait. Un univers qui aussi ne demande pas une culture que les enfants n'ont pas. Hein. Donc les enfants ne savent pas forcément la différence entre un druide et un magicien. Les enfants ne savent pas ce qu'est une fléau d'armes ou un arbalète de poing. En tout cas pas à cet âge. Alors quoi? Justement, les univers féeriques, les univers de super-héros par exemple, auront la cote.
On peut aussi se baser sur les dessins animés ou les lectures qu'ils ont en ce moment. Évidemment, si vous êtes très à l'aise avec l'improvisation, pouvoir rebondir sur ce que l'enfant a vu, a lu juste avant, c'est évidemment parfait. Les enfants sont dans le merveilleux, ce qui fait que ça peut être assez libre. Aussi, ils ne compartimentent pas. Hein. Donc, si vous faites un univers médiéval fantastique avec des soucoupes volantes, ça leur ira. Peut-être pour certains d'entre nous, ça peut tiquer. Mais ils ne compartimentent pas. La longueur, il va falloir l'adapter à leur concentration. Donc, pour les très très jeunes, il faut viser des parties de 1 heure, voire moins. N'oubliez pas, vous avez peut-être la création de personnages avant, vous avez expliqué ce que c'est que le jeu de rôle, expliqué les règles, etc. Donc vraiment, il y a un budget temps à gérer. Aussi, là, vous avez peut-être un truc, c'est faire une pause au milieu de la partie. Bon, là, on commence déjà la partie. Là. Vous pouvez faire une pause, ça peut être la pause goûter, la pause repas ou la pause déballage de cadeaux si vous faites ça à un anniversaire. Mais là, c'est qui tout double. S'ils ont envie de revenir, ils vont vous appeler pour continuer la partie. S'ils n'ont pas envie de revenir, vous allez sentir tout de suite que la partie n'était peut-être pas aussi intéressante que vous l'avez cru. Quant au scénario, beaucoup d'actions, de l'aventure, des interactions, une suite de scènes simples avec de bonnes accroches. Voilà, donc l'enfant est déjà content d'avoir une histoire sur laquelle ils ont une influence. Et justement avoir des interactions avec les personnages non-joueurs, les créatures, avec les animaux, avec les monstres, ce sera très, très intéressant pour eux. Et justement, action, aventure, quête et enquête, c'est secondaire. But, mission, c'est souvent vite oublié. Toujours pour se préparer pour la partie, mais là on est juste avant la partie. Il y a la création de personnages. Oui, elle peut prendre du temps. Donc, si elle prend du temps, elle entame votre capital de concentration de l'enfant. Donc, il faut vraiment bien gérer ce point. Alors, pour ça, aller au plus simple, avoir une feuille de personnage avec un minimum de caractéristiques dont il faut s'occuper, il faut décider. Limiter les possibilités, hein, plutôt que tu veux jouer quoi ? Tu veux jouer un mage ou un guerrier? Qu'est-ce que tu veux comme équipement? Ça, c'est une question ouverte, par contre. Dire, OK, tu prends une épée ou un arc. Donc, ça limite les possibilités. Peut-être on peut dire que c'est limitatif d'un côté, mais ça va aider l'enfant. Et le personnage sera créé bien plus vite. Attention à la jalousie, aussi quand on démarre la partie et si on démarre par justement distribuer des faits de personnages ou créer des faits de personnages, tout de suite ils vont se mettre à comparer, qu'est-ce que c'est ce chiffre, et puis toi tu joues quoi, etc., etc. Et justement il faut faire attention à avoir des personnages qui sont quand même un peu équilibrés, parce que sinon il va y avoir des moqueries et ce genre de choses. Hein. Donc tirer les caractéristiques des personnages avec les dés, c'était déjà pas une bonne idée, une idée très fameuse pour jouer entre adultes. Mais jouer avec les enfants, c'est quand même demander des problèmes, des enfants qui vont pas être contents de leur personnage, qui vont se faire moquer par les autres parce qu'ils jouent un personnage bête ou faible ou que sais-je. Une autre solution, c'est jouer avec des pré-tirés. Là, évidemment, on gagne beaucoup de temps. Et avec ces pré-tirés, on peut expliquer le système de jeu, les règles, etc. Évidemment, jouer avec des pré-tirés, ça diminue l'appropriation du personnage par l'enfant. Mais ce qu'on peut faire, c'est des pré-tirés jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que l'enfant va quand même décider du nom ou peut-être de certaines caractéristiques de son équipement, juste quelques points pour finir le personnage. Juste quelques mots sur la feuille de personnage qu'on voit là. C'est une feuille du jeu Hero Kids. Et là, on voit à quel point c'est simplifié. En fait, il y a des pictogrammes avec des symboles de dés ou autres. On voit l'équipement expliqué aussi en dessin. Alors oui, il y a du texte, mais en fait, ce texte n'est pas forcément nécessaire de le lire. Donc pour un enfant qui n'a qu'un très très faible niveau en lecture, les pictogrammes suffisent. Là, vous direz, oui, mais jouer en français avec une feuille de personnage en anglais, c'est pas très adapté à l'enfant. Oui, mais si l'enfant ne lit pas, il lit pas l'anglais non plus.
Il paraît, me dit-on dans la salle, qu'il va y avoir une traduction en français. Elle existerait déjà. Pendant la partie, donc si le but de jouer une partie de jeu de rôle, c'est aussi d'avoir du plaisir, ça va aussi être le but en jouant au jeu de rôle avec des enfants. Pendant la partie, pour atteindre ce but, eh ben là, il va falloir maintenir leur intérêt pendant la partie. Alors ça commence avec l'introduction, une longue introduction, décrivant le décor, la situation politique, ce qui s'est passé avant dans le royaume, etc. Là, vous allez perdre leur intérêt dès le départ, et puis une fois que vous avez perdu leur intérêt, c'est quand même très difficile de le récupérer. Donc vraiment une introduction courte, commencer par un coup d'éclat, commencer par une scène marquante, une rencontre. C'est ce qu'il y aurait, j'imagine, de plus indiqué. Vos descriptions, hautes en couleurs, succinctes, claires, vous pouvez mimer les choses, changer de voix, rendre les choses aussi concrètes. Un point que je trouve qu'est l'un des points les plus difficiles, c'est le vocabulaire, avoir un vocabulaire adapté à l'enfant. Hein. On a déjà vu l'exemple avec le magicien, le druide, la rapière, une épée à deux mains comparée à une épée, etc. Ça, ce n'est pas des choses qu'ils vont connaître, ce n'est pas un vocabulaire adapté. Mais vraiment, si vous n'avez pas le vocabulaire adapté, vous risquez de manquer votre effet. Donc là, il est arrivé pendant une partie où justement les personnages étaient sur un bateau, arrive un autre bateau avec un drapeau noir, un crâne sur le drapeau et deux os, ils arrivent, les pirates arrivent, ils sont tous sur le pont, ils font des gestes menaçants, ils ont leur épée à la main, et puis là, ils sont tout près du bateau des personnages, et là, les bateaux adversaires, les pirates, ils crient « Ah, l'abordage !» Et là, vous avez devant vous 4 ou 5 joueurs qui font... Monsieur, c'est quoi l'abordage? Donc là, vous avez manqué complètement votre effet parce que le vocabulaire n'était pas adapté. Agir, passer à la suite dès que les enfants ne savent plus quoi faire dans une scène, maintenir le rythme, évidemment pour pas qu'ils s'ennuient. Offrir des choix simples, donc là, vraiment les guider. Offrir des choix simples, c'est de nouveau leur proposer certains choix, 2 choix, 3 choix. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez aller à gauche, à droite ou revenir? Comme ça, les enfants voient le champ des possibles et la décision vient plus rapidement. Alors là, si vous vous intéressez justement à adapter le jeu de rôle à l'enfant, il y a un personnage que vous rencontrerez, c'est un certain Uri Kurlianchik qui joue régulièrement avec des enfants. Et lui, il décrit la ville comme étant vraiment l'endroit où malheureusement on risque de perdre les enfants. Dans une ville, il y a énormément de choses à faire. On peut aller acheter de l'équipement, on peut aller au théâtre, on peut faire ceci, cela, rencontrer des gens. Et c'est d'après Uri Kurlianchik, aller dans une ville et essayer d'en faire sortir les personnages, c'est aussi difficile que de faire manger des épinards aux enfants. Il faut aussi rendre concret, griffonner des plans, utiliser des marqueurs, utiliser des figurines, montrer des images. Et ça va rendre les explications beaucoup plus vivantes. Donc, par exemple, un combat, on peut imaginer ça comme ça, avec des figurines, des plans, comme ça, tout le monde voit où est où, qui est où, et ce qu'il y a dans la scène. En gérer les combats, ça doit d'être très vivant. Vous êtes là dans une histoire interactive. Vous n'êtes pas là dans un wargame. Ce qui intéresse les enfants, c'est la force, les pouvoirs, l'impact de leur arme ou de leur pouvoir de magie. Ça, c'est beaucoup plus intéressant que la gestion des points de vie, la gestion des dégâts, etc., etc. Donc, assurer le fun, c'est toujours votre priorité numéro 1 pendant toute la partie, et ce n'est pas le moment de se faire embêter par le système et les règles. Ils veulent tous agir, mais alors attendre est très difficile. Donc vous risquez d'avoir le très classique « Ouais, mais moi, je n'ai pas joué ». Alors là, il vous faut avoir un système très clair pour décider qui joue quand, comme ça, quand cela vient. Vous avez directement une explication. « Oui, ce n'est pas ton tour, regarde, je fais toujours le tour de la table, et c'est lui, puis non, et puis après, ce sera à toi ».
Et aussi prendre un système clair et simple, le tour de la table, ou suivant ce qui est sur le plan de table, et pas forcément par jet d'initiative ou par caractéristiques, etc. Toujours pour les combats, vous avez affaire à des enfants qui sont très probablement novices. Avec leur âge, ils sont aussi assez individualistes, ils ne vont pas forcément former un groupe. Et surtout, ils n'ont pas l'expérience que nous, on a en jeu de rôle. Hein. Nous, on va mettre les archers à l'arrière, on va mettre les personnages avec une arme au contact devant, les magiciens un peu de côté, etc. Ça, ils ne connaissent évidemment pas du tout. Et former un plan d'attaque, ce n'est pas ça qui va leur venir à l'esprit. Alors, ce qui fait qu'ils sont particulièrement vulnérables. Donc, il faut quand même bien doser le nombre d'adversaires, parce que si vous vous retrouvez à décimer tous vos joueurs, qui en plus sont des enfants, ça ne va pas être très, très drôle. Mais d'un autre côté, si vous n'avez pas assez d'adversaires et puis que les derniers enfants, il n'y a plus d'adversaires, ils vont être aussi tout déçus de ne pas pouvoir jouer. Ouais, mais moi, je n'ai pas joué. C'est aussi un grand classique. Alors là, évidemment, juste derrière l'arbre, derrière la maison, il peut y avoir 2-3 adversaires de plus qui débarquent pour qu'on puisse jouer contre. Donc là aussi, guider, donner des suggestions, faire réfléchir aux conséquences. Violence et mort, toujours un chapitre un peu difficile, voire sujet à caution, sujet à discussion. Mais il faut bien le voir, les enfants aiment le gore. Hein. Ils adorent entendre comment leurs armes font des dégâts, quels membres ils ont atteints, quels membres ils ont tranchés, quels membres ils ont écartelés, amputés, sectionnés, etc. Bon, est-ce qu'il faut se lâcher et y aller plein pot? Peut-être pas finalement. Hein. On ne veut quand même pas que les enfants fassent ensuite des cauchemars chez leurs parents qui vont vous en vouloir. Alors, que faire? Alors, ce qui est possible de faire, c'est utiliser des métaphores, hein, ne pas aller beaucoup dans la description de ce qui se passe, pas de description purement anatomique, et rendre la chose amusante à la façon d'un vieux cartoon. Hein. Un peu comme ça. Donc, ce sont des captures d'écran de vieux cartoons qui tournent encore actuellement. Hein. Si on regarde celle du milieu, on a le chasseur qui tire quand même dans le visage du canard, là, de Daffy Duck. C'est quand même d'une violence inouïe. Néanmoins, il y a le nuage pour cacher les détails. Et puis juste après, le Daffy Duck est encore là, quoi. Il n'y a pas de mort, il a la tête en pétard, et il rajuste son bec et il continue. Alors effectivement, c'est justement une façon de faire et de s'inspirer, par exemple, de cette façon-là. Aussi, dans ces dessins animés, on ne voit jamais de sang, et en fait, il n'y a jamais de mort. Et justement, la mort d'un PJ, c'est aussi un moment qui est potentiellement sensible. Déjà, l'enfant a l'impression d'avoir raté sa partie, son personnage est mort, et puis si son personnage est mort, il a mal joué, et puis alors les autres risquent de se moquer de lui, ça va encore en rajouter une couche. Alors ce qu'on peut faire, c'est éviter la mort. Si les points de vie tombent à zéro, il tombe dans le coma, et il y aura des soins à la fin de la bataille durant laquelle personne ne va s'intéresser à quelqu'un à terre. Ou alors, vous expliquez au début, vous mettez clairement sur la table qu'il y a un risque que les personnages meurent. Ça peut dédramatiser, ça peut préparer, et puis vous pouvez aussi positiver, si on peut positiver la mort, oui. Donc, vous pouvez positiver dans le sens que, si quelqu'un perd son personnage, il y a un autre personnage derrière qui est tout aussi intéressant. Et je crois savoir qu'à Sombre, il y a maintenant des adaptations pour jouer avec des enfants. Donc, si on peut jouer à Sombre avec des enfants, on peut probablement avoir pas mal de violence si c'est bien géré. Arrivent des fois certains moments sensibles où il faut gérer les très mauvais choix des enfants. Alors, qu'est-ce qu'un très mauvais choix? Alors, il y a quelques exemples. Par exemple, c'est un choix qui mène à la mort du personnage directement. Comme on voit sur le dessin d'enfant, là, il y a une grande créature, un monstre. Toute l'équipe a décidé de fuir, sauf un qui décide bravement d'affronter le monstre, tout seul comme un grand. Ouais.
Ou alors une décision qui mène le groupe à sa perte. Ah, on est face du roi et puis on va aller insulter le roi parce que c'est un mauvais roi et puis de toute façon il ne nous a pas soutenus et puis il ne faudrait pas faire les choses comme dit le roi, alors on va aller l'insulter, lui expliquer ses 4 vérités. Pas très malin. Ou alors amoral ou totalement sanguinaire. Oui, vous rencontrez le marchand, il est en train de discuter avec vous. Oui, je le tue. Ouais, bon. Alors voilà les gens de très mauvais choix. Alors que faut-il faire? Faut-il interdire là? Non, tu ne vas pas tout seul, tu fais comme les autres. Ou non, tu ne parles pas comme ça au roi. Non, tu ne vas pas le tuer. Là, vous avez quitté le domaine du jeu et vous êtes rentré dans le domaine de l'autorité, qu'elle soit parentale ou autre. Et c'est pas jeu de rôle, c'est pas dans la logique de jeu de rôle de dicter au personnage quoi faire et d'interdire de cette façon-là. Donc l'idée, c'est de faire réfléchir aux conséquences. Oui, pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu penses que le résultat va être positif? Comment tu penses que ça va tourner? Là, vous pouvez même impliquer les autres enfants. S'il fait ça, tu vas penser quoi de lui, etc., etc., etc. Là, vous pouvez aussi proposer des alternatives, demander laquelle de ces alternatives l'enfant juge la meilleure, et aussi donner constamment la possibilité à l'enfant de changer d'avis. Donc voilà, on a vu quelques étapes. On a vu pendant la partie. Et à quoi on joue? Alors ici, un bref panorama de certains jeux, un panorama certainement non exhaustif de ce qu'il y a à disposition. Et là, on voit quand même 3 catégories. On a des jeux pour des enfants non lecteurs, des jeux pour des enfants qui arrivent à déchiffrer, qui arrivent à calculer, mais pour qui c'est vraiment un effort, et des jeux pour des enfants qui arrivent à lire. D'où ces trois catégories. Donc, la première catégorie, qui est donc cette catégorie de jeux pour des enfants non lecteurs, là, il y a vraiment très peu de choix. Et notamment Hero Kids, qui, d'après le jeu lui-même, se jouerait à partir de 4 ans. Un jeu médiéval fantastique, avec des enfants qui doivent sortir les adultes du pétrin, typiquement. Un jeu où, justement, il y a des scénarios d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie. Un vaste choix de scénarios avec des plans, etc. Il y a un nouveau jeu que je ne connais malheureusement que trop peu, Petit détective de monstres, où justement les enfants vont voir ce que les monstres ont fait dans la maison, et vont essayer d'identifier et de le combattre. Et là, c'est carrément dans le jeu prétend qu'il est jouable à partir de 3 ans, ce qui est très ambitieux. Ensuite, nous avons des jeux pour les 6-8 ans, et là, nous avons surtout les 2 jeux du 7e siècle, pardon, notamment Conte ensorcelé et le Magicien d'Oz. Magicien d'Oz qui est typiquement à jouer une fois que les enfants ont vu, lu ou entendu ce conte. Conte ensorcelé, où justement on joue des petits sorciers, des petites sorcières. Il y a aussi pas mal de scénarios là. Donc là, effectivement, il y a des feuilles de personnages où il y a des choses à lire, il y a des choses un peu à écrire, mais c'est très très limité. Donc ça ne va pas entamer beaucoup la concentration et on va pouvoir avancer assez rapidement. Maintenant, pour les plus grands, 9 ans et plus, peut-être 8 ans et plus, peut-être 10 ans et plus, dépendant de vos enfants, là, vous pouvez en fait vous baser sur des jeux qui sont destinés à l'initiation. Alors, comme par exemple ici, Adventure Party, Chronique oubliée et d'autres. Donc, pour les enfants non lecteurs, pour les très jeunes enfants, là, on voit du game design qui est vraiment adapté à l'enfant, où tout a été pensé de bout en bout pour justement s'adapter à l'enfant. Tandis que dans cette catégorie, on peut utiliser des jeux justement plus génériques, des jeux pour l'initiation. Quelques références, donc j'ai mentionné Uri Kulrianchik, dont son travail consiste à maîtriser du jeu de rôle, Donjons et Dragons principalement, dans des écoles et des centres communautaires à des enfants de 9-12 ans en Israël. Oui, ce genre de job existe.
C'est très étonnant, mais oui. Il tient un blog dont vous avez l'adresse ici. Ces articles sont aussi traduits sur PTG et PTB. Et aussi, certains de ces articles ont été retravaillés dans Jeux de rôle magazine. Uri Kurlianchik fait maintenant des webcomics, comme vous voyez sur la droite. Et donc, il met dans des petites scénettes, des cartoons, il met certaines citations des enfants, certaines scènes qu'il a vécues, c'est quand même assez drôle. Et sinon, si vous voulez, cette présentation sous format texte, avec Romuald Renaud, il y a un article écrit dans Dissident, le numéro jeu de rôle de 7 à 77 ans, ou 77 comme on dit ici. Alors voilà. Les parties avec les enfants seront parmi celles dont vous vous souviendrez le plus. Hein. Vous aurez des idées très saugrenues, un français très créatif, et peut-être qu'ils vous rendront sourds, en tout cas ils vont vous épuiser. Mais c'est quand même une grande récompense après de les voir et jouer eux-mêmes par la suite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Amener les enfants à maîtriser, ça ce serait peut-être un sujet en lui-même. C'est assez difficile. Enfin, il l'a fait avec ses enfants, mais je ne sais pas exactement comment. Je crois qu'il y a un micro qui est en train d'être préparé. Alors, questions, remarques? Ouais. Moi, j'ai une petite question sur les jeux que tu as donnés dans les références. Oui. C'était pas mal, c'était très exhaustif. Et j'étais un peu étonnée que tu n'aies pas mis Rêve, en fait, qui est un système qui était très simple, avec un D6 pour les enfants et qui est lancé par la FFJDR. Alors effectivement, Rêve de la FFJDR est aussi très adapté. Quand je me suis intéressé au sujet, je crois que le jeu Rêve n'était plus sur le site de la FFJDR. Et j'ai aussi voulu mettre des jeux qui sont plutôt édités, disponibles dans le commerce. Comment tu gères, surtout avec les tout jeunes enfants, ils n'ont pas de la notion de conséquences. Enfin, souvent, si par exemple ils racontent des histoires, c'est très décousu. Comment tu gères ça? Tu forces la logique de l'histoire ou tu suis un peu ce qu'ils ont envie? Comment ça se passe autour de la table? Effectivement, si ça part peut-être un peu trop dans le décor ou si c'est un peu trop décousu, il faut recentrer la discussion sur les décisions à prendre. Donc reposer des questions sur ce qu'ils veulent vraiment faire. Mais là il y a un compromis à faire. Il ne faut pas non plus décider à leur place. Parce que comment ça se passe autour d'une table d'habitude? C'est un scénario vraiment bien ficelé et puis ils suivent volontiers? Ou bien est-ce qu'il y a des enfants qui proposent vraiment de partir en n'importe quoi ou d'aller à gauche quand clairement tout leur indique qu'il faut aller à droite? Mais ça... Bon... Venir avec un scénario, quelques scènes, venir préparer, c'est de toute façon bien, mais après, il faut bien sûr improviser. Effectivement, des fois, les enfants partent dans des directions très, très étonnantes. Des fois, j'ai eu un scénario où il fallait aller dans une auberge pour pouvoir poser des questions. Ils y sont allés la nuit pour fouiller l'auberge. C'est difficile de vous poser les questions. Alors soit on fait jouer cette scène qui mène à rien ou très peu, ou alors on trouve une idée, il y a quand même quelqu'un là qui dort, des choses comme ça. S'il y a trop de ces scènes et l'histoire n'avance pas, voilà, le rythme est cassé, l'intérêt diminue. Hein. Mais c'est... Voilà. Bah si. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que les personnages, enfin les gamins puissent éventuellement avoir des comportements un peu déviants, genre attaquer le marchand, insulter le roi, etc. L'une des solutions pour recadrer, c'est pas recadrer en tant que meneur de jeu, mais de faire intervenir des PNJ. Le marchand, c'est pas la première fois qu'on l'attaque. Il a un petit sort de contingency qui lui permet de se débarrasser d'un assaillant tout de suite. Le roi, il a des conseillers qui peuvent intervenir. Il
il y a toujours moyen de recadrer ce genre de choses. Absolument. Et puis, quand le scénario part, c'est un des principes d'improvisation, mais si les personnages effectivement se lancent dans des scènes inutiles, enfin soi-disant inutiles, en fait aucune scène n'est inutile au sens où c'est au MJ de... si les joueurs font quelque chose ou posent une question, il faut répondre. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Il ne peut pas y avoir de choses blanches ou nulles. Il ne peut pas y avoir de choses vides. Il faut remplir, il faut trouver le moyen de remplir et quitte à détourner légèrement le scénario, à le réécrire à la volée. Enfin, c'est plein de moyens qui permettent de garder les gamins un peu sur les rails. Et puis le fait de faire intervenir les PNJ, ça permet aussi des fois de désamorcer des situations, genre le gamin qui prend en otage un des voleurs du méchant, qui menace de le tuer si le méchant se rend pas. Comment lui dire que bah oui, t'es un gentil, tu peux pas te tuer de sang-froid et menacer et prendre en otage toi-même. Donc c'est le moment où le méchant peut effectivement dire mais enfin t'es pas un assassin, tu crois que tu vas tuer de sang-froid, tu vas y arriver, etc. Et c'est pas au MJ de le faire, enfin plus exactement c'est le MJ le fait mais par un travers. PNJ, ouais. C'est aussi une possibilité de faire, ouais.